Donc on va enfin attaquer le fameux théorème de la base incomplète. Le théorème de la base incomplète, c'est ce qui va déjà, de façon théorico-pratique, nous affirmer qu'il y a effectivement des bases. Parce que là, on savait qu'elles avaient le même cardinal en dimension finie, mais on était un peu gêné aux encolures parce que on ne savait pas s'il en existait. Non seulement il va en exister, mais en plus de ça, il va y avoir une méthode de construction de ces bases, et on va voir une façon d'adapter cette construction de base à partir de familles libres. Donc la base incomplète, c'est de dire qu'une famille libre, en fait, est une base qui s'ignore. C'est une famille libre peut être complétée en une base, et toute famille libre peut être complétée en une base. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Bon, l'existence de base, alors il y a toujours le niveau 0, hein, je vous rappelle, on va dire que pour l'espace nul, hein, c'est une convention, une base de l'espace nul, c'est l'ensemble vide. Voilà, c'est tout. Alors maintenant, on attaque le théorème. Alors ça, c'est le théorème total. C'est pas le théorème tel qu'on va s'en servir en général, même si des fois on s'en sert sous cette forme. Là, c'est le théorème de la base incomplète, mais complet. Soit F1, Fp, une famille libre d'un espace vectoriel E, G1, GQ, une famille génératrice, donc on est en dimension finie, alors, de deux choses l'une, soit F1 jusqu'à Fp est une base, soit il existe J, tel que F1, Fp et Gj est libre. D'accord? Donc ça veut dire quoi? C'est que on a une base, et sinon, on peut rajouter un élément, et cet élément peut être choisi ici dans une famille génératrice fixée. Voilà. Vous vous doutez bien que grâce à ce théorème, on va pouvoir compléter en une base. Bon, on le verra en corollaire. Voilà. Il ne faut pas le confondre avec le lemme d'échange. Hein, d'accord? Le lemme d'échange, ça ressemble beaucoup, hein, vous voyez. Mais là, on a ajouté GJ. Et dans le lemme d'échange, on remplaçait FP par GJ. Mais par contre, on n'avait pas cette alternative, soit c'est une base, soit on rajoute. Voilà, donc il faut bien, quand il y a deux choses qu'on risque de confondre, il faut bien les regarder en même temps pour justement pas les confondre, comme les Dupont-Dupont. Ok, alors maintenant, on montre donc la preuve de ça. Donc la stratégie de la preuve, on veut montrer que soit c'est une base, soit on peut adjoindre un élément de la famille génératrice tout en restant libre. Et comment on va faire? On va prendre la négation de cette proposition, et c'est-à-dire, supposons que quel que soit J, ceci n'est pas libre, et on va en déduire que, dans ce cas-là, si on n'est pas dans le cas de cette proposition, alors on est dans le cas de la première proposition, c'est-à-dire que F1, Fp est une base. Donc voilà, on y va. Si pour tout J, F1, Fp, Gj n'est pas libre, c'est-à-dire est lié, ça veut dire qu'il y a une relation de liaison. La voilà. J'ai écrit la relation de liaison, qui est une relation non triviale, donc ils sont non tous nuls. Lambda 1, lambda 2, lambda p et mu j, et ça c'est pour tout j, hein, et sont non tous nuls. Et comme pour le lemme d'échange, si vous vous rappelez, ça va impliquer que mu j est différent de 0. Pourquoi? Parce que si mu j était nul, là on aurait 0, d'accord? Mais comme F1, Fp est une famille libre, cette relation-là impliquerait que tous les lambda i sont nuls. Donc tous les lambda i seraient nuls et mu j serait nul. Ça, c'est pas possible, parce qu'on a dit qu'ils étaient non tous nuls. Donc mu j est forcément non nul. Et comme dans le lemme d'échange, le fait que mu j soit non nul
fait que, comme on travaille sur un corps, il est inversible, et on peut obtenir, μj est inversible, et en inversant et en passant de l'autre côté, on obtient gj en fonction de la famille des F1, Fp. Mais, ça c'était vrai quel que soit j, parce qu'on a pris la négation d'il existe, donc gj, pour tout j, est une combinaison linéaire de la famille, et comme c'est vrai pour gj, pour tout j, et que les gj forment une famille génératrice, eh bien, vous voyez bien que tout vecteur de E qui est combinaison linéaire de cette famille, parce qu'elle est génératrice, mais combinaison linéaire de ces éléments qui sont eux-mêmes combinaison linéaire de cette famille ici, d'après ça, ça veut dire que tout vecteur de E, hein, c'est cette transitivité dont on a déjà parlé, tout vecteur de E est combinaison linéaire de cette famille. Ça veut dire que cette famille est génératrice. Mais comme elle est déjà libre, alors c'est une base. D'accord ? Voilà, et on a terminé cette version qui va être très très utile par la suite, mais sous une autre forme. Alors, maintenant, c'est un corollaire du théorème qu'on vient de voir, qui va être vraiment ce qu'on va invoquer par la suite le plus souvent sous le nom de théorème de la base incomplète. Hein, c'est que toute famille libre d'un espace de dimension finie peut être complétée en une base. Voilà, c'est assez clair. Si cette famille libre, évidemment, était déjà une base, c'est une complétion triviale, c'est-à-dire qu'on ne complète pas. Voilà. Bon. Donc c'est toujours ces petits trucs bourbakistes là qu'il faut avoir en tête sur le zéro, en quelque sorte, qui est toujours un mystère. En particulier, E possède des bases, bah oui, puisqu'il existe des parties libres, au moins un élément. Bon, si E est nul, ben voilà, c'est l'ensemble vide. Si E est non nul, il y a un vecteur non nul, il forme une partie libre, et lui, on le complète en une base. Donc on voit que des bases, il va y en avoir beaucoup, parce que, bon, ça va être précisé un peu plus tard, quand on aura les sous-espaces vectoriels. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir définir la dimension. Ce ne sera pas juste dimension finie, sans savoir ce que c'est qu'une dimension. La dimension, c'est quelque chose de réel. Oui. Donc c'est l'entier dim de E égale n, qui est le cardinal d'une base de E, maintenant qu'on sait qu'elle existe, cette base de E, que toutes les bases ont le même cardinal, ce n ne dépend pas du choix de la base. C'est souvent quelque chose qu'on va voir en algèbre, montrer que certains éléments ne dépendent pas d'un choix, et les définitions souvent reposent là-dessus. Faudra essayer d'être attentif à ces problèmes de est-ce que ça dépend d'un choix. Normalement, vous devez toujours vous poser la question quand on définit quelque chose, il ne faut pas l'accepter tel quel et dire oui mais là il y a un choix et est-ce que ça dépend d'un choix. À propos de choix, il y a l'axiome du choix, même si c'est encore autre chose, l'axiome du choix qui dit que des bases, ça va, bon, je vous en ai déjà parlé, ça existe encore, même si on n'est pas en dimension finie, c'est-à-dire même si on n'a pas une partie génératrice finie, mais ça, c'est pas évident à construire, ça demande une petite théorie pour manier les processus inductifs infinis en quelque sorte. Et là, c'est les théorèmes de Zorn et les trucs comme ça. Mais là, bon, c'était juste pour vous dire, voilà, ça continue à marcher en dimension infinie, mais on n'y touche pas trop. Maintenant, le corollaire, et c'est là où on va voir comment la notion de dimension est utilisée, on en reparlera au moment des sous-espaces vectoriels. Le premier corollaire vraiment important, c'est qu'une famille libre d'un espace E de dimension n, donc on prend un espace E de dimension n, on choisit une famille libre dedans, et ben c'est une base si et seulement si elle est de cardinal n. Donc ça c'est fantastique. Si c'est une base, évidemment, elle est de cardinal n, ça voilà, toutes les bases ont le même cardinal, et c'est n la dimension, donc c'est la définition, mais inversement, vous avez une façon de tester, parce que
on n'aime pas trop montrer que quelque chose est générateur. Ça, c'est un truc, vous l'avez probablement déjà vu, ou vous allez le voir, mais ça, on n'aime pas. Et là, maintenant, on a un test excellent, et c'est si c'est libre, alors il suffit de les compter. Et puis, il suffit de compter la famille, et puis c'est terminé. Donc ça, c'est vraiment très, très, très pratique. Allons-y. On suppose qu'on a une famille libre, et elle est de cardinal n. Donc elle est de la forme F1 jusqu'à Fn. Et je vous rappelle qu'il existe une base, il existe une famille génératrice, et même une base. Donc là, c'est notre famille génératrice. Bon, je la prends à n éléments, mais comme ça. D'accord? J'aurais pu aussi prendre les GJ. Donc, maintenant, que dit le théorème? Le premier théorème, hein, qu'on a vu de la base incomplète, le théorème complet, c'est que soit ça c'est une base, soit on peut le compléter avec un GJ, ou ici avec un EI. Eh bien, oui, mais si on le complète, ça ne pourra plus, d'accord? Imaginons qu'on le complète, comme il y a n éléments, d'accord? On va prendre un EI en plus, qu'on va aller chercher là, qui est générateur, et on complète. Et bien oui, mais là, et ça veut dire que ce serait libre. Mais là, c'est libre à n plus 1 élément, alors que là, on a une famille génératrice à n éléments, c'est impossible. D'accord? Donc, dans l'alternative, soit c'est une base, soit on peut compléter, et ben c'est la première condition, c'est-à-dire que ça, c'est une base. Voilà, donc on a montré que une famille libre de cardinal n est forcément une base quand on est dans un espace vectoriel de dimension n. Voilà. Donc on a montré. Voilà, maintenant on va regarder les choses sur un corps fini, un corps de cardinal Q. Voilà. Donc là, c'est une rubrique pour finalement d'abord avoir des résultats qui sont jolis, sympathiques, éclairants, mais aussi pour voir si on a bien compris les choses. Et donc s'il devait y avoir un adage, ce serait bon ben vous comprenez, j'en suis fort aise, et bien comptez maintenant. Donc maintenant, si on a bien compris, on devrait savoir compter. Regardez, on suppose donc que E est de dimension n sur le corps K qui est fini. Et il faut montrer que E est de cardinal, le cardinal de E. Maintenant, il est fini. Et son cardinal, c'est Q puissance n. Voilà. Alors, E est de dimension n. On a l'existence de base, EI, regardez. En fait, pourquoi E va être de cardinal Q puissance n? C'est parce qu'il va être en bijection, d'accord? Il faut bien comprendre que ça, ce cardinal, il provient de quelque chose de plus haut, hein, d'accord? C'est Kn est en bijection avec E. Construisons cette bijection, d'accord? On veut construire cette bijection. Pour l'instant, ce n'est pas encore bijectif, mais on va le définir. À un n-uplet d'éléments de K, U1, U2 jusqu'à UN, ben j'associe la somme des UI, EI, puisque EI, je rappelle, c'est une base. Et ça va être le vecteur U qui va être l'image. Il faut montrer que c'est bijectif. Donc il faut montrer que c'est injectif et surjectif. Alors injectif, ben oui, parce que si on avait deux écritures comme ça, d'accord, deux éléments différents, de n-uplets différents qui ont la même image, d'accord, étant donné que EI est libre, d'accord, bah vous savez que dans une famille libre, vous pouvez le montrer en exercice, c'est vraiment facile, on peut identifier, d'accord, donc UI est égal à U'I, quel que soit I. Donc ça veut dire que le n-uplet des UI est égal au n-uplet des U'I, et on a montré que c'est injectif. On montre ensuite que c'est surjectif, et ça vient du fait que c'est générateur. C'est-à-dire on part d'un vecteur E, alors comme EI est génératrice, alors elle peut se décomposer en UI, en somme de UI, EI, par définition, c'est une combinaison linéaire, ce qui veut dire que l'on a un élément ici dont U est image. Donc c'est injectif, surjectif, donc bijectif, donc de même cardinal, et donc le cardinal de E, c'est le cardinal de K à la puissance n. Donc Kn,
donc c'est le cardinal de k à la puissance n. D'accord? Cardinal de kn, c'est le cardinal de k à la puissance n, puisque on compte chaque élément ici et on multiplie tout ce qu'on a compté, c'est indépendant. Voilà, donc on a déjà ce résultat dont on se servira par la suite. On va faire un espèce comment dire, on vérifiera à chaque fin de section si on a bien compris les choses en comptant. Et ça, je pense que c'est un exercice qui est vraiment un très bon test de compréhension. En même temps, ce résultat est très général. Il n'a pas besoin, le fait que Kn, on verra que c'est un isomorphisme, mais bon, pour l'instant, on n'est pas encore arrivé aux isomorphismes. On a Kn est isomorphe à E, et le lien entre injectif et libre, avec le lien un peu dual entre surjectif et générateur, est quand même quelque chose qui devrait vous interpeller, et c'est quelque chose qu'on verra assez souvent. Voilà.